Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le samedi 18 mars et voici les titres de l'actualité. Retour en images dans quelques instants sur le remaniement ministériel opéré par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Un remaniement qui a touché 11 portefeuilles au sein du gouvernement. Modernisation et numérisation des administrations algériennes, des solutions intelligentes et applications électroniques ont été mises en place pour faciliter le retrait de documents en ligne aux usagers de la CASNOS. De même pour Air Algérie qui se dote d'une plateforme numérique dédiée aux doléances des voyageurs. Veille de la célébration du 61e anniversaire de la fête de la Victoire, célébrée le 19 mars de chaque année. Symbole de la fin de 132 ans de colonialisme oppresseur, cette date est l'occasion de vous emmener dans un lieu qui servait à surveiller et torturer les Algériens. La caserne coloniale du village Hemma Boutaleb, située à Sétif. Le ravisement de la position espagnole concernant la question du Sahara occidental suscite toujours autant de réactions de la classe politique en Espagne. L'opposition se réunit à Ibiza, une rencontre au cours de laquelle les participants ont plaidoyé en faveur du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. En France, le bras de fer se poursuit. Les manifestants continuent à dire non à la réforme des retraites qualifiée d'injuste. Des motions de censure sont déposées par les partis d'opposition contre le gouvernement d'Elisabeth Borne. En parallèle, des élus ont déposé une proposition de référendum. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Retour dans ce journal sur le remaniement ministériel opéré par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale et qui a touché 11 portefeuilles au sein du gouvernement. Le nouveau ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a ce matin pris ses nouvelles fonctions en remplacement de Youssef Chorfa, appelé à d'autres fonctions. Le département de l'hydraulique redevient ministère à part entière à l'occasion de ce remaniement et Taha Derbel, désigné à sa tête, a pris ce matin ses nouvelles fonctions. Par ailleurs, Lakhdar Rahrour est maintenu comme ministre des Travaux publics et des infrastructures de base. Le ministère de la Jeunesse et des Sports revient à Abdelrahman Hamed qui a pris ses nouvelles fonctions ce matin également, succédant ainsi à Abdelrazak Sebgeg. En application des instructions du président de la République appelant à parachever les projets de développement dans les 10 nouvelles wilayas, Brahim Erad, ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, a entamé une visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'In Salah en compagnie de la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. Modernisation des services, simplification et facilitation des procédures administratives à la CASNOS. On vous parle ce midi de solutions intelligentes et d'applications électroniques qui ont été mises en place. Ces solutions-là vont faciliter le retrait de documents en ligne aux usagers de la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés. Menel Adjel pour le reportage et Maline Damis. Damancom, une plateforme numérique mise en place au profit des affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés, CASNOS, à l'effet de leur faciliter et simplifier les différentes procédures administratives. Damancom est une louable initiative. Elle nous facilite beaucoup les choses. Désormais, nous ne sommes plus obligés de nous déplacer et d'attendre pendant 2 ou 3 heures pour retirer nos documents. C'est une bonne chose. Maintenant, nous pouvons nous acquitter de nos factures en ligne à partir de la maison ou du bureau.
En effet, grâce à cette plateforme, plusieurs opérations peuvent être effectuées en ligne, telles que le retrait des documents ou encore le règlement des cotisations, d'autant plus que d'autres applications seront intégrées prochainement. Cette plateforme offre 24 services et ce n'est là que le début. Actuellement, nous développons d'autres applications et nous avons également mis en place un portail consacré uniquement aux requêtes des citoyens. La CASNOS ne compte pas s'arrêter là et ambitionne d'élargir la gamme de ses services et d'alléger les procédures à travers la généralisation de la numérisation. Je vous en parlais en titre. Air Algérie lance une plateforme numérique dédiée aux doléances, e-doléances. Elle sera dédiée à la récolte des réclamations des clients de la Compagnie nationale de transport aérien. Elle est accessible et opérationnelle depuis jeudi dernier et propose plusieurs catégories de réclamations ainsi qu'un traitement qui n'excédera pas les 48 heures. Emel Bouarba. Destinée aux réclamations de toutes sortes, cette plateforme électronique est accessible via le site e-doléances d'Air Algérie ou en scannant le code de réponse rapide, QR code, affiché au niveau des agences d'Air Algérie, des escales ou à bord des avions de la compagnie. Le client peut également intégrer des images ou des vidéos pour appuyer sa réclamation. C'est une bonne initiative qui nous permet d'introduire une réclamation en ligne. Cette plateforme électronique vient à point nommé pour nous permettre de faire part de nos doléances en temps réel. Cela va améliorer les prestations de services d'Air Algérie. Je pense خدمة جديدة اللي حتفيد بزاف Air Algérie ولا الشركة وتفيد كذلك الزبائن. Opérationnel depuis ce jeudi, e-doléance est accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Le client d'Air Algérie peut introduire une réclamation en ligne et sera en mesure de suivre l'évolution de son traitement. Il y a une équipe d'experts au niveau du service commercial chargée du traitement des doléances dans des délais n'excédant pas les 48 heures selon la nature de la réclamation. Afin de traiter les doléances de nos clients et améliorer le service, nous avons créé cette plateforme électronique baptisée e-doléances, ce qui témoigne de l'intérêt qu'accorde Air Algérie au bien-être de son aimable clientèle et la prise en charge de ses réclamations. Cette plateforme électronique est une nouvelle étape dans le cadre de la modernisation des services d'Air Algérie et l'amélioration de ses prestations. Dans le secteur agroalimentaire, on s'est intéressé à cette usine de trituration des graines oléagineuses du groupe Cevital. Elle se trouve à Béjaïa et elle entrera en service prochainement. C'est un projet qui contribuera à réduire la facture des importations à travers la commercialisation d'un produit de qualité et créera par la même occasion des postes d'emploi pour les jeunes de la région. Malek Delahmoun et Yasmine Massoudi. Leader dans l'industrie de l'huile végétale en Afrique, cette unité de production située à Béjaïa veille à offrir aux consommateurs des produits de haute qualité. Je travaille ici à Cevital, c'est un groupe doté d'un matériel de pointe. Le groupe Cevital offre beaucoup d'opportunités aux jeunes diplômés. Nous avons 18 laboratoires au niveau de l'agro-industrie. La direction de la qualité est une direction indépendante des unités de production. D'une capacité de traitement de 11 000 tonnes de matières premières, cette nouvelle usine de trituration de graines oléagineuses du groupe comptera 250 employés. Un acquis important qui fera de cette denrée un produit 100% algérien. Si le rendement agricole est suffisant, cette unité pourra traiter 110 000 quintaux par jour, ce qui permettra à l'Algérie d'être totalement indépendante dans la production de l'huile de table. Le deuxième objectif de ce projet est d'encourager les agriculteurs à se tourner vers cette filière, mais aussi la création de postes d'emploi directs et indirects et la création d'autres postes d'emploi dans le secteur agricole. Un projet prometteur qui permettra à l'Algérie de produire une huile 100% algérienne destinée à alimenter le marché local et étranger.
Nous sommes à la veille de la célébration du 61e anniversaire de la fête de la victoire, célébrée le 19 mars de chaque année. Cette date qui symbolise la fin de 132 ans d'un colonialisme oppresseur a ouvert de larges perspectives au peuple algérien pour vivre dans la dignité. L'occasion pour nous ce midi d'évoquer ce passé colonial et de vous emmener dans un lieu qui servait à surveiller et torturer les Algériens. Il s'agit de la caserne coloniale du village Hamma Boutaleb situé à Sétif et dont les 6000 m² parlent d'eux-mêmes. Reportage Badi Amarni. C'est à environ 76 km du chef-lieu de Sétif, au village Hamma Boutaleb, que se trouve cette caserne militaire datant de l'époque coloniale. Elle servait à surveiller le mont Boutaleb et les déplacements des Moudjahidines. Elle constituait également un centre de torture, car cette région a adopté la révolution dès son déclenchement, comme partout ailleurs en Algérie. Cette caserne a été érigée en 1956 à la sueur des révolutionnaires, arrêtés par la France pour se venger d'eux. Elle était à la fois une base militaire, un centre de torture, une prison, un tribunal militaire et un centre d'administration civile. En 1903, c'était aussi une école où étaient scolarisés des Algériens. Certains anciens écoliers sont encore en vie et ils sont âgés entre 85 et 92 ans. Ce site est doté de 5 tours, l'une tournée vers le nord-est, les autres vers l'est, le sud, l'ouest et le nord. Le gouverneur français voulait maîtriser la région car elle était révolutionnaire. Il faut savoir que la superficie de cette caserne avoisine les 6000 m² et elle se trouve à 800 mètres d'altitude. Ce site est un haut lieu d'histoire que les habitants de la région veulent classer comme monument historique et en faire un musée afin de préserver la mémoire collective. J'ai déjà lancé des appels et je continue à le faire. J'ai présenté des photographies et des vidéos à la direction des Moudjahidines qui, à son tour, les a transmises au ministère des Moudjahidines. Nous souhaitons faire de ce lieu historique un musée national en gardant la structure telle qu'elle est, en restaurant l'intérieur pour préserver la mémoire collective. Les habitants d'Al Hamma et même les Sétifiens évoquent fièrement le passé glorieux de leur village et leur volonté de préserver ce legs historique et aussi une manière de rappeler aux générations futures le rôle important qu'a joué Al Hamma dans la guerre de libération nationale. C'est une découverte. Moi, je vais en parler autour de moi. Et c'est comme ça qu'on peut faire quelque chose. Il faut ramener les enfants pour qu'ils puissent voir, pour qu'ils puissent, eux, une autre fois, témoigner de ce passé glorieux dont j'en suis fière. Nos parents et nos grands-parents ont subi ici toutes sortes de sévices et de tortures. Parmi eux, mon père, ainsi que mon oncle qui est shahid. Je demande aux autorités de restaurer ce lieu et de mettre des gardiens pour le préserver. La caserne d'Al Hamma, un patrimoine qui menace ruine. Un appel est donc lancé aux autorités concernées afin de le préserver. Dans l'actualité internationale, on vous parle de la position espagnole concernant la question du Sahara occidental. Un ravisement, un changement d'avis qui suscite toujours autant de réactions de la classe politique en Espagne. Après près d'une année, l'opposition se réunit à Ibiza, une rencontre au cours de laquelle les participants ont fortement plaidoyé en faveur du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Emel Silider. Après une année de la décision du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez d'adhérer au pseudo-plan d'autonomie du Makhzen sur le dossier du Sahara occidental, l'opposition se réunit à Ibiza. Lors de cette réunion, le groupe de solidarité avec le peuple sahraoui auprès du Parlement espagnol et la coordination espagnole des associations solidaires avec le Sahara occidental ont rappelé leur soutien aux résolutions des Nations Unies devant permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination. Les participants à cette réunion ont d'ailleurs tenu à rappeler les lourdes conséquences de la décision de Sánchez qui va à l'encontre du droit international et des aspirations légitimes du peuple sahraoui. La réunion d'Ibiza précède les élections municipales et régionales qui se dérouleront en mai et les élections générales en décembre prochain, qui décideront qui sera le prochain chef du gouvernement en Espagne. Les différents candidats et partis en lice feront certainement de la question sahraoui leur cheval de bataille et une priorité absolue, avec l'espoir de forcer l'actuel gouvernement à revoir sa position quant à la question sahraoui.
Pour sa part, le représentant du Front Polisario en Espagne, Abdullah El-Orabi, a informé les participants à cette réunion des derniers développements politiques de la question sahraoui, rappelant la condamnation du Front Polisario de la décision de Pedro Sánchez, tout en affirmant que le volte-face espagnol est de nature à faire perdurer le conflit. Le diplomate sahraoui a également appelé le gouvernement espagnol à la nécessité de respecter le droit international, à assumer ses responsabilités et à chercher ses intérêts de manière à ne pas s'opposer au droit et à la légalité internationale. En France, des manifestants se sont rassemblés hier soir place de la Concorde à Paris, comme la veille, pour protester face à l'Assemblée nationale française contre la réforme des retraites. Après plusieurs actions de lycéens et d'étudiants dans la journée, jeudi, plus de 1600 jeunes avaient défilé au départ de l'Université de la Sorbonne avant de rejoindre d'autres manifestants place de la Concorde, non loin de l'Assemblée nationale, où le gouvernement a décidé de faire adopter sa réforme des retraites sans vote, en ayant recours à un article controversé de la Constitution, le 49,3, aggravant ainsi la contestation. Ave Belouchette, correspondance. La mairie du 4e arrondissement de Lyon en feu, des scènes de chaos un peu partout en France, Lille, Bordeaux, Marseille et la capitale Paris. Partout les mêmes images de forces de l'ordre qui chargent, des courses-poursuites avec des manifestants, des altercations, des interpellations musclées et de nombreux tirs de gaz lacrymogène. J'estime que personne ne peut se placer au-dessus du peuple, et encore moins un gouvernement. Et donc à chaque fois que le gouvernement bafouera les libertés du peuple, là je reprends l'article 35 de la Constitution de 1793, je me devrais d'être dans la rue et de me battre pour nos droits et pour notre pays, et surtout pour nos droits et pour notre peuple, parce que j'estime que c'est mon devoir en tant que citoyen et en tant que lycéen encore plus, parce que je suis l'avenir du pays. La colère monte et gronde en France au lendemain d'une réforme appliquée à coup de 49.3, tandis que le gouvernement et les macronistes tentent d'assurer le service après-vente d'un coup de force politique. Non, nous ne sommes pas en crise politique. Nous avons déjà vécu des motions de censure et à chaque fois la confiance a été renouvelée au gouvernement. Sauf que la rue, elle, scande la mise à mort politique d'un président comparé au roi Louis XVI. Et la mobilisation promet de s'intensifier à coups de grève généralisée, dédoublant la crise politique par une autre économique en bloquant toutes les raffineries. Donc depuis le 7 mars déjà, plus aucune goutte de carburant ne sort de la raffinerie de Donge. Le dépôt de Verne actuellement est à sec en essence. Les stocks stratégiques sont entamés au niveau du gazoil. La SFDM, le dépôt pétrolier adjacent à la raffinerie, est également en grève reconductible depuis hier. Et nous avons l'information selon laquelle les manœuvres d'arrêt ont débuté à la raffinerie de Normandie. Donc clairement la mobilisation s'accentue et le mouvement se durcit. Sur le plan politique, l'opposition a les yeux rivés vers le Conseil constitutionnel car le risque d'une inconstitutionnalité de cette loi est bel et bien avéré. Le Conseil parle de principe de clarté et de sincérité des débats parlementaires. Il n'y a pas eu de clarté et de sincérité des débats. Les amendements ont été repoussés, les articles 38 ont été utilisés au Sénat, le vote bloqué a été utilisé au Sénat. Autrement dit, il n'y a pas véritablement eu un débat clair et sincère. En attendant, les manifestations nocturnes spontanées semblent se transformer en rituel, seul recours de la rue en France. Un bras de fer qui se poursuit donc. Vous l'avez vu, les manifestants continuent à dire non à la réforme des retraites qualifiée d'injuste. Des motions de censure sont déposées par les partis d'opposition contre le gouvernement d'Elisabeth Borne. En parallèle, des élus ont déposé une proposition de référendum partagée auprès du Conseil constitutionnel. Correspondance à Ave Belouchette toujours. Ils étaient 52 000 personnes à participer aux manifestations spontanées suscitées par le passage en force du gouvernement français dans 10 000 rien qu'à Paris, place de la Concorde. Spontanéité mais aussi radicalisation et colère. Le bilan selon la police, 52 personnes ont été interpellées, 54 policiers blessés. Une colère qui s'est déclinée ce matin en une opération blocage sur le périph' parisien notamment, les raffineries, mais pas que. Des lycéens ont également bloqué les accès à leurs établissements. Place de la Concorde, épicentre du tsunami populaire, on tâche d'effacer les traces d'une nuit agitée. Un calme fragile semble s'installer alors qu'à quelques mètres, les représentants du groupe centriste Yacht annoncent le dépôt d'une première motion de censure transpartisane contre le gouvernement. Avec 91 signataires de 5 groupes politiques d'opposition. Je regrette que mes collègues de LR ne soient pas signataires, mais j'espère qu'ils seront nombreux à la voter.
Une deuxième motion de censure a été déposée par le groupe ex-Front National qui surfe sur le mécontentement général, une opposition de pacotille d'après les élus de la NUPES. Ils étaient opposés à la hausse des salaires, au blocage des prix, au blocage des loyers. Donc voilà, franchement, bas les masques, bas les masques. Mais quelle que soit la motion, il faudrait le vote de plusieurs dizaines de députés LR pour que cette dernière puisse être adoptée. Peut-être qu'il faut juste rappeler, sortir de la dramatisation, du catastrophisme. Vous allez voir, on va nous parler de pluie de grenouilles et de tempêtes de grêle dans les jours qui viennent. Si on sort de ça, on revient aux fondamentaux. C'est le seul moyen de s'opposer à cette réforme des retraites. Quant à la menace d'une dissolution du Parlement, l'opposition répond chiche au président français. La menace nucléaire de la dissolution du président de la République, c'est là aussi un aveu de faiblesse pour faire pression. Nous n'avons pas peur de retourner devant le suffrage. En attendant, la tension demeure palpable aux alentours de l'Assemblée nationale française. En somme, les deux motions de censure vont être soumises au vote ce lundi à l'Assemblée nationale française. De son côté, l'intersyndicale a appelé à une 9e journée de mobilisation le jeudi 23 mars. Plusieurs autres manifestations sont attendues au niveau local dans toute la France dès demain. Revenons en Algérie avec du cyclisme et ce Grand Prix de la ville d'Alger. L'Algérien Youssef Reguigui, sociétaire de l'équipe Tarenganou Polygon, a remporté l'édition 2023 disputée hier après-midi sur une distance de plus de 82 km. Une course qui s'est déroulée sur circuit fermé. Le compte rendu avec Sid Ahmed Bouraïb. 79 coureurs représentant 16 clubs et nations étaient sur la ligne de départ. Le circuit fermé est d'une distance d'1 km 650 mètres que les cyclistes devaient traverser 50 fois, soit 82 km 500 au total. Youssef Reguigui et son club Terangano prennent les commandes dès le début. Ils changent rapidement de tactique et passent en outsider. Après 25 tours, l'Italien Oioli s'échappe, mais fatigue au fil des kilomètres. Au 37e tour, c'est Hamza Amari qui prend l'échappée, avec 16 secondes d'avance, mais est vite rattrapé. Le peloton est à nouveau en un seul groupe. Lors des 3 derniers tours, les coureurs redoublent d'efforts et le rythme de la course s'accélère, mais personne n'arrive à faire la différence. La victoire se jouera lors du sprint final où Youssef Reguigui franchit la ligne d'arrivée en premier avec un temps d'1 heure 51 minutes et 53 secondes. L'Érythréen Agos Miro et le Néerlandais Jaris Travers complètent le podium. On a su gérer notre rythme. J'étais chargé d'être le leader de mon groupe. Le circuit est très rapide et je le connais très bien. Contrôler la course, circuit vite, معروف. Vivement la prochaine édition. Et on termine ce journal avec ce portrait, celui d'un guide touristique passionné par son métier, de sa ville et de son histoire. Après 30 ans d'expérience dans ce métier, il souhaite aujourd'hui créer son propre institut pour former la prochaine génération de guides touristiques en Algérie. Il s'appelle Ammar Chaïb et Bede Amarni nous le fait découvrir à travers ce portrait. Regardez. سواء نقولوا على التراث هو كل ما يشمل سواء أثري عادات وتقاليد كل ما يتعلق بالحياة تاع الإنسان هو تراث والأهمية تاع المرشد هي مهمة جدا. Âgé de 53 ans, Ammar Chaïb est guide archéologique touristique professionnel en activité depuis près de 30 ans. Il est aussi assistant de recherche au musée de Sétif et formateur des guides. Son diplôme, il l'a décroché de la première et la dernière session de guide archéologique en 2000, spécialité musée et sites. La promo des guides spécialisés des musées et sites, c'était la première promo en Algérie, la dernière, entre 1998 et 2000. Alors, cette promo, elle avait 22 personnes, des gens qui travaillent dans les musées, dans les sites. Et malheureusement, il ne reste que 4 personnes dans les sites qui sont diplômés dans ce domaine-là.
Ammar vit à fond la passion de son métier en faisant voyager des groupes de touristes à travers les vestiges archéologiques, mais aussi naturels de sa wilaya natale Sétif. Lors de l'Educ Tour qu'il a organisé pour nous faire découvrir les multiples facettes de Sétif, il nous a confié la nécessité de créer un institut spécialisé de formation des guides pour contribuer à la promotion de la destination Algérie. Le métier des guides, c'est un métier très noble et pour lui donner une importance plus grande comme ça aussi on essaie de sensibiliser le secteur du tourisme, le secteur de la culture, pourquoi pas pour créer un institut spécialement pour la formation des guides touristiques parce que malheureusement qu'on n'a pas, même en Algérie, on n'a pas de formation des guides touristiques. Travaillant dans les 3 langues arabes, français et anglais, notre guide touristique nourrit l'espoir de voir le tourisme prendre son envol, convaincu des richesses touristiques dont jouit l'Algérie. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Mena Abed. Prochain rendez-vous de l'information ce soir à 19h avec Kemel Swig. Excellente journée à tous et à très vite.